Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « À chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, sans le savoir, sans le prétendre, elle se lève pour toutes les femmes. » C'est l'histoire de la vie de notre invité, un archétype du solopreneur qui peut tout faire, tout gérer par elle-même, sans avoir besoin d'aide. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait d'Elina Timsit. Plus jeune, on la connaissait parfois réservée, quasi mutique. Mais aujourd'hui, notre invitée est une femme éloquente, dotée de qualités et de potentiel, qui casse les codes des stéréotypes. Alors mon parcours entrepreneurial n'a pas commencé avec l'édition, il a commencé avec la création de contenu. À partir de 2011, j'ai commencé à être rédactrice. Donc rédactrice marketing, rédactrice de chroniques, donc j'ai travaillé pour plusieurs magazines, plusieurs blogs. Je faisais aussi de la traduction, de la correction-révision. Donc j'étais vraiment dans les services langagiers au début. Ensuite, j'ai eu mon fils en 2015 et je me suis dit non, je ne veux pas retourner là. Ça ne me convenait pas, la manière d'être ne me convenait pas. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je veux laisser à cet enfant? C'est quoi que je veux laisser? Et la réponse a été évidente. Ça a été vraiment, ça faisait quand même quelques années que je voguais dans le milieu féministe et j'étais comme, je veux mettre en lumière les femmes et les personnes issues des marginalités. Et j'avais eu un coup de cœur pour l'édition, j'avais fait des stages dans une maison d'édition et je veux travailler là. J'ai aussi pris conscience que je ne pouvais pas travailler en entreprise. À chaque fois que je travaille en entreprise, je finis en burn-out. C'est pas difficile, je travaille 3 mois en entreprise, burn-out. Donc je ne veux pas retourner en entreprise. Donc être travailleuse autonome, ça allait de soi, ça faisait quelques années que je le faisais. Je me suis dit, je vais continuer là-dedans. Plutôt que de se soumettre au regard que la société porte sur elle-même, Elina Timsit s'affirme et a le courage d'assumer toutes ses différences. Dans son enfance, sa première victoire était de retrouver son afrodescendance. Afrodescendante parce que moi j'ai été adoptée en France, ce qu'on appelle l'accouchement sous X. L'accouchement sous X, en fait, c'est un accouchement anonyme. Les femmes ont gagné beaucoup de droits dans les années 60, 70, dont le fait de pouvoir accoucher anonymement. Donc, techniquement, nous, on n'a aucune donnée sur nos parents biologiques. Puis c'est tout un débat en France de savoir si les enfants ont droit à leurs données, etc. Mais j'ai commencé à me poser des questions parce que j'étais adoptée par des parents blancs. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu mon fils, je me suis retrouvée face à une gynécologue qui m'a posé plein de questions sur mes origines, sur les maladies qu'il pouvait y avoir dans ma famille, et je n'avais aucune réponse. Aucune. Et je me suis posé la question, mais en fait, d'où je viens? Puis c'est quand même relativement tard dans ma vie, parce que j'avais presque 30 ans. Et en fait, j'ai fait un test ADN, comme on trouve là, les tests qu'on achète sur Amazon. Et je me doutais que j'avais un côté afrodescendant à cause de mes cheveux, parce que j'ai les cheveux crépus. Je suis quand même claire de peau, mais j'ai quand même des traits qui sont quand même... Puis le rapport aux gens, les gens ont toujours un rapport avec moi comme une afrodescendante. Née en France, Elina n'a jamais oublié les circonstances de sa naissance qui ont bouleversé sa vie. En fait, déjà, à l'époque, je ne comprenais pas. Je savais pas ce que c'était le racisme. Tout à fait. Et je ne comprenais pas, en fait, parce que, comme je vous dis, moi, mes parents ne sont pas noirs. Donc, puis, je n'avais pas de connaissance de mon adoption à cette époque-là. Tout à fait. Donc, pour moi, je ne comprenais absolument pas pourquoi on me disait ça. Et pourtant, ça a été quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Elle émigre au Québec en 2009 et c'est sur place qu'elle va utiliser sa créativité intellectuelle et sa passion des mots pour se démarquer dans le milieu mythique de l'édition.
Déjà, à l'époque, en 2009, le côté économique en France commençait à vaciller un peu. Les salaires étaient bas. Moi, j'étais juriste à l'époque. C'était compliqué et j'avais vraiment besoin de me détacher, de m'autonomiser. Donc, je suis partie en 2009 avec mon conjoint pour le Québec et j'ai fait un volte-face au niveau de mes études puisque j'ai commencé des études en création littéraire. Même si nous sommes tous des êtres sociaux, Elina Timsit reconnaît être plongée dans le monde très stimulant de la neurodiversité. Surtout que dans le passé, on ne reconnaissait pas facilement les besoins des personnes différentes. À quel moment tu te rends compte que tu es une personne neuroatypique? Neuroatypique, tard. Très tard. C'est-à-dire Très tard. À quel âge? Plus de 30 ans. À plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Là, tu es au Québec ou tu es en France? J'étais au Québec. Ok. J'ai eu un suivi, j'ai fait une grosse dépression quand j'étais jeune. Ça a été très dur à surmonter. Donc j'ai commencé à avoir des traitements, à suivre une psychothérapie et j'ai été diagnostiquée borderline et bipolaire avec un trouble d'anxiété généralisée et un trouble de stress post-traumatique. Ok. Mais je ne sais pas, j'ai toujours eu l'impression que mes diagnostics étaient plus ou moins corrects. Ma médication était toujours un peu... C'était aléatoire. Il y avait des fois, elle marchait bien, des fois, elle ne marchait pas bien. J'avais l'impression d'avoir des fluctuations. J'avais des gros, ce que j'appelais des shutdowns, c'est-à-dire des moments où vraiment, j'étais plus là. Et ça ne s'expliquait pas par les diagnostics que j'avais. Puis un jour, merci les réseaux sociaux, je lis un article d'une femme qui écrit, parce qu'on voit souvent dans les neuroatypies, c'est des gens qui sont neuroatypies, c'est autistes, TDAH, et c'est vraiment souvent des gens qui ont une routine. Je me posais la question de l'autisme. Ils sont différentes. Exactement, mais en fait j'ai lu cet article de cette femme qui était autiste et qui parlait justement de sa désorganisation et du sentiment de sécurité qu'elle avait dans le bazar qu'elle créait autour d'elle. Et ça m'a parlé tellement fort. Pour moi, j'aurais pu écrire l'article mot pour mot. Donc j'avais la chance d'avoir un psychiatre, parce que j'avais un suivi. Et donc je lui ai dit, est-ce que je peux passer les tests? Et il a été très ouvert et il m'a permis de passer les tests de neuropsy. Donc moi, je suis une des chanceuses qui l'a passé gratuitement à l'hôpital anglophone. Et là, tu te retrouves plongée dans le milieu de la neurodiversité. Exactement. Bah oui, c'est ça, le diagnostic tombe. Donc c'est ça, autisme avec TDA. Et ça a expliqué beaucoup de choses. Ça m'a permis de trouver beaucoup de trucs et astuces pour être plus efficace, pour faire moins justement de shutdown. Gérer, par exemple, quand je vais dans un espace où il y a beaucoup de monde, écouter plus mes ressentis, faire plus confiance à mes ressentis, au fait que je me sente mal quand il y a trop de bruit, trop de lumière, trop de gens. Donc ça m'a permis de vraiment beaucoup mieux réguler ma vie. Son parcours professionnel au Québec est à son image atypique. Passionnée afroféministe et slasheuse. J'avais commencé à travailler sur un projet de maison d'édition avec une amie, amie qui a fini par déménager à Québec. Donc on s'est décidé qu'on n'ouvrirait pas de maison d'édition ensemble puisque travailler Montréal-Québec, c'était trop compliqué. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir moi-même. Et oui, effectivement, le féminisme et l'intersectionnalité, l'inclusion, ça allait de soi parce que je voulais mettre en lumière ces gens qu'on ne voit nulle part. J'ai travaillé dans plusieurs maisons d'édition et j'ai vu à quel point on priorisait les hommes, à quel point on priorisait les personnes blanches, à quel point on priorisait les gens sans handicap. Et mais le Québec est tellement divers. Le Québec a tellement de voix qu'on n'entend nulle part. J'ai dit, je veux ouvrir une maison d'édition pour eux. Et là, on va dire que tu es une femme ambitieuse. Oui, sur la définition habituelle de ambitieuse, oui, effectivement, je suis ambitieuse. Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait ma différence? La persévérance. Parce que le monde de l'édition, comme je disais, est très petit. C'est compliqué de s'y faire une place. C'est compliqué d'avoir un distributeur, d'avoir son agrément. Il y a beaucoup de règles.
Mais j'ai été une des premières maisons indépendantes, donc qui n'a pas encore d'agrément, donc pas de subvention, à participer au Salon du Livre de Montréal avec un kiosque. Je suis aussi la première femme noire à ouvrir une maison d'édition à compte d'éditeur au Québec. Le constat est évident. Les éditrices et les autrices prennent la majorité des risques et sont les parents pauvres de la rémunération. Je ne veux pas être incluse parce que je fais partie de la société, je suis humaine. OK. Donc je ne veux pas qu'on me tolère, je ne veux pas qu'on m'accepte. Je n'ai pas besoin d'être acceptée pour exister. Est-ce que c'est pour ça que tu dis ne pas être à ta place? Ben parce que je parlais du milieu de l'édition qui est quand même le milieu où je vais. Quand je vais dans les rencontres professionnelles, je suis la personne la plus foncée de la salle. C'est pas une perception, ça? Ah non. Alors explique-toi. Je veux dire, je suis light skin. Là. On s'entend que je suis vraiment light skin. Exactement, on a la difficulté de réfléchir. Mais la rencontre interprofessionnelle, la dernière que j'ai faite, c'était impressionnant. Les seules femmes noires que j'ai connues, c'était soit des éditrices, mais ce n'était pas des directrices, c'était des éditrices, donc des salariés, ou alors des adjointes. OK. Mais le fait que tu sois la plus foncée, ça peut être une qualité aussi? Oui, c'est une qualité, mais en même temps, justement, où sont les personnes dont le Québec est multiculturel? On s'entend que la majorité des gens qui sont au Québec sont des immigrés, parce que les seules personnes qui ne sont pas immigrées, c'est les autochtones. OK. Donc on est une population immigrante, en général. Mais elle est où la belle diversité du Québec? C'est la question que je te pose. Ben, en fait, moi, je la retrouve dans mes mails, mais les gens n'osent pas parce qu'ils ont l'impression que la représentativité compte. Tout à fait. À quel point la représentativité compte. Et quand j'ai une de mes clientes, parce que j'offre aussi des formations en création littéraire, et j'ai une cliente qui m'a dit « Mais moi, j'ose pas écrire un livre, j'ose pas publier un livre parce que je ne me reconnais nulle part. » Elle dit « Je ne me vois nulle part dans le paysage québécois littéraire. » Elle dit « J'ai pas l'impression. » La seule maison d'édition qui était vraiment faite pour les personnes racisées, c'était Mémoire d'Encrier, qui a été créée par un homme noir, qui est une merveilleuse maison d'édition, qui fait des merveilleux livres. Mais quand je pense qu'en 2016, je suis la première femme noire immigrante à ouvrir une maison d'édition à compte d'éditeur, je suis... Mais en plus, moi, je m'en étais pas rendu compte. Il a fallu qu'on me le dise. Et il y a une autre éditrice qui a ouvert quelque temps plus tard une maison d'édition qui s'appelle Diverses Syllabes. Et justement, là, quand la directrice m'a appelée, qui est aussi une femme noire, dark skin cette fois-ci, elle m'a appelée, elle m'a dit « J'osais pas. Je n'osais pas parce qu'il n'y avait personne comme moi. » Elle dit « J'ai vu ta maison d'édition et je me suis dit que c'était possible. » Pour contribuer à une société plus égalitaire et inclusive, la particularité de Proleps est dédiée uniquement aux femmes et au soutien des artistes sous-représentés qui, selon Elina, sont invisibilisés. Là, je travaille avec les entrepreneurs depuis pas très longtemps, mais au niveau de la formation pour l'écriture d'un livre, je n'ai que des clientes. D'accord. Que des clientes qui soient issues de la diversité neuroatypique, qui ne trouvent pas dans les formations habituelles quelque chose où elles peuvent être écoutées, où elles se sentent en sécurité, parce que c'est vraiment ça. Moi, mes formations déjà sont toujours en petits groupes pour créer un espace sécuritaire pour les gens. Est-ce que tu veux donc me faire comprendre que pour changer le monde, il faut être neuroatypique? Non, absolument pas. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre alors? Non, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est que tout le monde a sa place dans ce monde. On n'a pas besoin d'être neurotypique, on n'a pas besoin d'être un homme, on n'a pas besoin d'être valide, on n'a pas besoin d'être hétéro, d'être cis pour réussir. Mais il faut des gens pour paver la voie, en fait. D'accord. Puis montrer que c'est possible. Un défi sur le plan personnel, ça sera lequel dans ce cas? Défi sur le plan personnel, être une maman, être une bonne maman pour mes enfants. Tu penses ne pas être une bonne maman? Je pense être une bonne maman, mais je veux l'être encore plus, je veux être encore plus présente pour eux, je veux leur montrer que tout est possible. Que ce soit pour mon fils ou ma fille, c'est vraiment leur montrer que quand on veut quelque chose, quand on a un rêve, c'est possible de le faire.
Que oui, ça demande parfois des sacrifices et puis que maman, des fois, elle n'est pas là le week-end parce qu'elle participe à des salons ou que des choses comme ça. Mais j'essaye d'inclure le plus possible mes enfants dans ma vie professionnelle pour leur montrer que s'ils ont un projet, il faut se donner la peine de le faire, il faut se donner la peine d'essayer. Même si ça ne marche pas, tant pis. Si ça ne marche pas, au moins, on aura essayé. La première chose, au niveau de la maison d'édition, c'est vraiment avoir mon agrément et avoir un distributeur. D'accord. C'est vraiment les deux choses qui feront que ma maison d'édition va pouvoir tourner beaucoup plus qu'actuellement. Ensuite, c'est dans les cadres des formations que j'offre, c'est vraiment aider les personnes issues de la diversité, les femmes, à avoir une voix avec un livre, à avoir une voix avec leurs mots, parce que les mots comptent. Pour avoir un autre regard sur notre invitée Elina Timsit, cédons la place au miroir. Elina, nous sommes face au miroir. Toi surtout, tu es face à ton miroir. Oui. Est-ce que tu es prête à décoller avec nous? Bien sûr. Alors, allons-y. Elina, tu nous as dit en prélude, tu immigres au Québec en 2009. Oui. Grâce à ton conjoint, ton ex-conjoint, on va dire. Oui. Si tu avais quelque chose à lui reprocher, ça sera quoi? D'avoir voulu m'éloigner de ma famille et de mes proches. Vraiment, c'est la seule chose... non, il y aurait d'autres choses, mais la chose que je lui reprocherais le plus, c'est d'avoir voulu m'isoler, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une relation, c'était mon premier amour, c'est ma première relation. C'était quelqu'un auquel je tenais beaucoup. Et j'ai pas vu venir le fait que, peu à peu, il m'isolait des gens autour de moi. Il l'avait commencé déjà en France. J'avais, entre guillemets, rompu avec plusieurs amis. Il était très jaloux de certaines personnes autour de moi. C'était quelqu'un qui était tout le temps avec moi. Je pouvais recevoir 7-8 messages alors que j'étais sortie prendre un verre avec une copine. C'était quelqu'un qui était très intrusif, etc. Et en fait, je pense que... Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment qu'il l'a fait. Je ne peux pas savoir, mais le mal elle a été fait pareil. C'est que quand on est parti au Québec, en fait, je me suis retrouvée complètement isolée. Parce que j'ai repris l'université, mais la seule chose que je pouvais faire, c'est université, maison, maison, université. Ou être avec lui. Et ce qui créait aussi assez d'incompréhension autour de toi avec la famille et puis les amis? Oui, il faut dire que j'avais déjà une relation assez complexe avec mes parents à cette époque. Moi, j'allais pas bien. J'étais vraiment en dépression sévère quand je suis partie de France. Mes amis, ils étaient loin. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas tout ce qui était Facebook, WhatsApp, Messenger. Moi, mes amis, c'était par mail. Puis appeler en France, pour moi, ça me coûtait beaucoup trop cher. Parce qu'il y avait juste téléphone portable ou téléphone fixe, mais c'était exponentiel, les frais. Ok. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses que tes parents seraient fiers de toi? Je pense que oui. La relation s'est apaisée? La relation s'est apaisée, oui. La relation s'est beaucoup apaisée avec le temps. S'il fallait que tu fasses un bilan de ta vie face à tes parents, qu'est-ce que tu diras? Merci. Merci de m'avoir appris la force. Merci aussi de me soutenir, parce que mes parents me soutiennent énormément dans mes projets. Depuis quelques années, là, c'est vraiment un de mes premiers supports, c'est mes parents. Puis mes amis en France, vraiment, c'est mon socle. C'est mon socle. Des gens que je connais depuis plus de 20 ans maintenant. Puis mes parents qui font en sorte que je peux réaliser mes rêves. Et je me rends compte à quel point tout le monde n'a pas cette chance quand il est entrepreneur. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on court après l'argent, on court après le temps, on court après plein de choses, en fait. Et moi, j'ai toujours cette sécurité-là d'avoir des parents qui me soutiennent, qui, quand les temps sont un peu durs, me soutiennent même financièrement. Je suis très privilégiée de les avoir.
Si on parlait de solidarité féminine, est-ce que tu serais une bonne alliée? J'essaie d'être la meilleure alliée possible pour les femmes. En quoi faisant? Euh, Déjà en essayant de montrer le chemin, en tenant tous les jours, en continuant mes projets. Je pense que dans un deuxième temps, c'est vraiment de les mettre en lumière grâce à l'écriture le plus que je peux, de soutenir leur voix autant que je peux et de mettre en avant le plus de femmes que je peux, que ça soit sur mes réseaux, parce que maintenant je commence à avoir une petite communauté, donc mettre en lumière mes comparses, mes consoeurs entrepreneurs, de partager aussi des articles de réussite féminine et vraiment d'essayer de les écouter, en fait, d'écouter les différents récits qui me sont offerts, en fait. Alors, s'il fallait énumérer deux mythes de l'édition, de l'éditrice d'ailleurs qui t'a le plus marqué, ça sera quoi? Les deux mythes, je dirais, le premier, c'est que c'est un milieu inclusif. Ça, je me suis heurtée au fait que ça n'était peut-être pas tant que ça. C'est un milieu très archaïque. Le milieu de l'édition est très, très archaïque. Même au niveau des réseaux sociaux, les maisons d'édition, la Covid a été un tsunami pour l'édition. Parce que là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que fallait peut-être passer au virtuel, fallait peut-être passer aux boutiques en ligne, fallait peut-être faire des choses en ligne. Et je pense que là-dessus, j'étais une précurseur dans le fond, parce que justement, mon entreprise a toujours mis en avant le numérique. Donc, d'être présente sur les réseaux sociaux, etc. J'étais une des rares maisons d'édition à être aussi présente sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un mythe qui est tenace, parce que c'est censé... Les mots, c'est censé être le futur, c'est censé être... ouvrir des nouvelles voies, ouvrir des nouveaux horizons. Et en fait, non. La littérature est très sclérosée. Et je pense que le deuxième mythe, c'est que il faut passer par les voies classiques pour y arriver. Habituellement, on dit qu'il faut passer par une maison d'édition, il faut passer pour... Mais je vois maintenant que, et c'est ça qui est en train de tuer l'édition actuelle, c'est que c'est tellement archaïque et tellement difficile de se faire publier que maintenant les gens vont vers l'auto-édition, l'édition à compte d'auteur, etc. Et j'ai autant des clientes qui publient dans des maisons d'édition classiques que des clientes qui publient en auto-édition. Et elles arrivent plus ou moins au même résultat. Donc en fait, on peut choisir. On a le choix en édition qu'on n'avait pas avant. Ok, si tu dois passer un message aux décideurs et aux acteurs. Ouvrez vos horizons. Ouvrez vos horizons. Essayez de voir les choses différemment. Laissez la place aux jeunes, laissez la place aux gens différents de vous. Vraiment. Parce que je pense qu'on a la chance au Québec et au Canada, et je pense même en Occident en général, d'avoir une magnifique diversité. Des voix absolument incroyables. Et je pense qu'il faut leur laisser la place. D'être moins traditionnel. Faut qu'on sorte des sentiers battus. Si on ne sort pas des sentiers battus, on n'y arrivera pas, et l'édition traditionnelle va mourir. Clair et net, ça va mourir. Si c'est à refaire, éditrice ou juriste? Éditrice. Éditrice. Toujours. Toujours. Parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'impact en tant qu'éditrice que j'aurais pu l'avoir en tant que juriste.
Une anecdote drôle. Oui, j'aime le rapport au corps qu'ont les enfants, en fait. Vraiment beaucoup. Et un jour, on a tous des complexes. Mais les enfants ont cette vision par rapport à nos propres complexes qui est vraiment très différente. Et un jour, mon fils me regarde alors que j'étais allongée à côté de lui et il me dit « Maman, t'as une petite moustache ?» Je lui dis « D'accord ». Il me dit « Mais je l'aime bien, c'est joli ». Et j'étais d'accord. En fait, je complexe avec ça depuis tellement longtemps. Mais en fait, les enfants, quand ils disent « Vous êtes gros, vous êtes mince, vous êtes grand, etc. » Eux n'ont pas ce rapport. Lui, ils trouvent ça mignon, en fait. Alors que nous, on complexe sur des choses, mais les enfants, ils voient ça juste comme quelque chose de mignon et de drôle, en fait. Exactement. Il me dit, mais pourquoi tu veux l'enlever? Et c'est très drôle de voir ça parce que je pense qu'on est une génération où on a fait la lutte au poil comme on a pu. Oui. Mais les enfants n'ont pas cette vision-là. Non. Plus du tout, en fait. Ils sont plus progressifs que nous. Ah ben ça c'est sûr.